Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour cette conférence du soir. Aujourd'hui, nous allons avoir un entretien avec le docteur ZL, Dr ZL qui nous a écrit un excellent ouvrage intitulé Journée ordinaire d'un médecin ordinaire et sous-titré Un médecin menacé pour avoir voulu soigner. C'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Bonsoir docteur. Bonsoir, merci de me recevoir. C'est avec grand plaisir. Comme nos spectateurs l'auront remarqué, vous êtes anonymisé. Évidemment que Dr ZL n'est pas votre vrai nom non plus, ce n'est qu'un nom de plume que vous avez pris pour l'écriture de l'ouvrage. Alors, dites-nous docteur d'abord, pourquoi avez-vous souhaité rester anonyme ? Alors oui, merci pour la question. En fait, je suis médecin hospitalier et spécialiste. Effectivement, j'ai souhaité, je ne sais pas si c'est un choix, mais oui, j'ai préféré rester anonyme par rapport aux pressions que j'ai subies durant toute la crise sanitaire et qu'on continue, nous les médecins, qui pouvons nous exprimer un peu plus librement, on va dire, à subir en fait. Donc il y a eu vraiment une pression énorme, à la fois vis-à-vis de la direction et à la fois la peur de non seulement de perdre un poste de travail, mais aussi son diplôme. C'est-à-dire qu'il y a aussi des menaces par rapport au Conseil de l'Ordre et certains de mes collègues, les rares collègues et courageux, et d'ailleurs plus que moi, ont eu on va dire un retour de manivelle ou vraiment des gros soucis en fait sur le plan professionnel, y compris du Conseil de l'Ordre. Donc je préfère garder l'anonymat à la fois pour ça, et il y a aussi un autre aspect, parce que finalement j'aurais pu écrire cet ouvrage en mettant un nom, un pseudonyme en fait. Un nom inventé, et les lecteurs n'y auraient vu que du feu en fait, et en se disant c'est le docteur machin, ok. Mais pour moi c'était mentir aussi, et c'était par souci d'honnêteté que j'ai mis une abréviation, c'est-à-dire juste ZL, pour que le lecteur il comprenne que j'écris dans l'anonymat et qu'on a peur, quoi. Donc c'est quand même absolument anormal, et je voulais que ça soit connu des lecteurs. Alors après, c'est pas, si j'avais été si j'avais souhaité un aspect plus commercial, on va dire, ou plus promotionnel, évidemment, j'aurais mis un nom et un pseudonyme. Mais pour moi, ça aurait été mentir quelque part, ouais, ou malhonnête. Donc j'ai préféré ça, et mon ouvrage c'est aussi pour moi un cri d'alerte, un cri de détresse, et de se dire que en 2023, en tant que médecin, en tant que citoyen, on est obligé d'écrire sous anonymat. Et pour moi, ça doit être une base de réflexion pour chacun. Merci pour votre réponse et pour votre intégrité, qui d'ailleurs vous caractérise, comme on le voit dans votre ouvrage dont nous allons un petit peu parler. Concrètement, c'est un journal de bord, on peut le dire comme ça, que vous avez rédigé, qui commence donc en novembre 2020, pendant la crise sanitaire évidemment, et qui se termine en décembre 2022. Déjà, j'ai une question, est-ce que ce journal, vous l'aviez vraiment tenu, entre guillemets, dans la vraie vie, ou tout a été écrit a posteriori ? Alors non, c'est un journal de bord que j'ai écrit au quotidien, au jour le jour. Je pensais pas en faire un livre au départ. C'était plus des petits articles, des petites choses comme ça, avec un encouragement finalement par certains journalistes, des médias indépendants. Et donc ça m'a encouragé finalement à en faire quelque chose. Mais c'est vraiment, oui, c'est vraiment un journal que j'ai tenu au quotidien. Date pour date, et c'est pour ça que je le commence en novembre 2020, parce que sinon je l'aurais commencé au premier confinement, ou en mars 2020, au début du premier confinement, ou en décembre 2019, au tout début de la crise Covid en fait. Non, il commence en novembre, et on était au deuxième confinement, parce que c'est là où j'ai craqué, où j'ai eu besoin d'écrire. Donc cet ouvrage relate votre vie dans un hôpital de province qui n'est jamais nommé pour évidemment les raisons d'anonymat que nous avons mentionnées auparavant, dans votre spécialité que vous évoquez brièvement.
Le point d'orgue de cet ouvrage, on va dire, c'est lorsque vous avez été alors suspendu suite à votre refus de vous vacciner. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre démarche à ce moment-là? Oui. Alors est-ce que je peux juste dire un petit mot sur la question d'avant? Excusez-moi, c'est pas clair, mais en fait, cet ouvrage, j'en profite. Donc oui, c'est un journal de bord, et pour moi, ça a été salutaire et ça a été vital. J'avais besoin d'écrire et de crier. En fait, c'était un cri de désespoir et d'alerte. Voilà. Et c'est pour ça que je suis ravi que ce cri voit le jour, si je puis dire. C'est bon, voilà. Après, je voulais juste aussi, si je peux juste me présenter très brièvement. Voilà, juste dire que ce que je disais, hein, je suis médecin spécialiste hospitalier. Donc je suis neurologue, hein, en fait, donc je m'occupe des spécialités autour du cerveau et du système nerveux. J'ai un parcours assez classique, hein, en fait, où j'ai passé le concours de première année, hein, il y a maintenant quelques années, pour être admis en médecine. Et puis après, donc j'ai eu un externat en CHU, un internat. Enfin, j'ai passé le concours pour être interne de spécialité que j'ai eu. Et après, j'ai été interne pendant plusieurs années. Et après, j'ai passé le concours de praticien hospitalier pour pouvoir travailler à l'hôpital. Et j'ai aussi, durant ce parcours, fait une année recherche, fait de la recherche aussi en neurosciences. J'ai travaillé en CHU et après en centre hospitalier non CHU, là où je suis actuellement depuis de nombreuses années. Et j'ai aussi fait de la médecine humanitaire. Alors, je dis pas ça pour mettre mon CV, hein, loin de là. J'ai aussi été amené à écrire des articles scientifiques. Mais je dis juste que j'ai un regard, en fait, avec un panel un peu, peut-être un peu plus large que juste une médecine, on va dire, unique, quoi. J'ai eu accès au CHU, au non-CHU, je me suis posé justement beaucoup de questions, et je dis ça aussi, mon cursus aussi, mais qui est un cursus classique, hein, c'est parce que il y a déjà, dans la formation médicale, il y a 3 concours, voilà. C'est pour dire que on est quand même les médecins sélectionnés sur concours, il n'y en a pas qu'un, il y en a, si on veut être praticien hospitalier, il y en a 3. Voilà. Mais on y reviendra après, mais je voulais juste le préciser. Et après, pardon, dans votre question, c'était par rapport à la vaccination, la suspension, excusez-moi. Oui, voilà. En gros, dans votre journal de bord, donc vous commencez, comme on l'a dit, en novembre 2021, avec en pleine crise sanitaire. Vous êtes praticien dans votre établissement, qui encore une fois n'est pas mentionné, et c'est pas important d'ailleurs. Et puis, vous allez voir votre environnement qui va évoluer avec la direction qui va commencer à mettre de la pression sur les praticiens, à éloigner encore de plus en plus on va dire le corps administratif, notamment dirigeant par les directeurs d'hôpitaux, mais aussi par tous les cadres intermédiaires, mais également par les ARS, qui sont en fait les voies du ministère, hein, ni plus ni moins, et qui du coup vont... En fait, ce qui vous alerte, le point de bascule pour vous, c'est qu'on voyait que les gens sont moins bien soignés, moins bien traités de façon générale. Et ensuite, à titre personnel, ça va être l'obligation vaccinale pour les praticiens dont vous faites partie. Du coup, est-ce qu'on peut déjà revenir sur ces 2 points? En fait, effectivement, au départ, la vaccination, ça n'a pas été un élément initial de ma réflexion, en fait, hein, puisque j'ai commencé à écrire, on ne savait pas qu'on allait avoir l'obligation vaccinale. Donc, c'était des interrogations que j'avais en tant que médecin de terrain, finalement, dans ce que je voyais autour de moi, et à la fois ce que j'entendais par les médias, les directives gouvernementales de confinement, etc., et des analyses un peu plus, ce qu'on pouvait lire de façon un peu plus globale. Et pour moi, il y avait un décalage et il y avait des choses qui ne collaient pas. Et donc, j'ai essayé de comprendre. Et plus j'ai essayé de comprendre, et plus je me suis enfoncé dans des incertitudes. Moi, j'ai compris, finalement. Et ça m'a quand même choqué. Ça a été violent. Et aussi, donc je me suis dit, je vais me cantonner, parce qu'on a lu aussi, entendu plein de choses, je vais me cantonner à ce que je vois. Et dans ce que je vois, il y avait aussi énormément d'incohérences.
Et au départ, comme tout le monde, on avait peur, on ne savait pas ce que c'était que le Covid, on ne connaissait pas bien ce virus qui était un peu atypique, qui touchait surtout les sujets âgés et pas les enfants. Souvent, c'est quand même des virus respiratoires, c'est les âges extrêmes de la vie, là ça collait pas. On a réanimé des patients, puis finalement plus on les réanimait et puis moins ils s'en sortaient. C'est très inhabituel, il y avait plein de choses inhabituelles et on nous avait prédit une espèce d'épidémie qui allait arriver. Et donc, en tout cas, dans mon établissement, attention, parce que je parle que de ma vision de terrain et de mon établissement, ça n'a pas été le cas dans tous les hôpitaux, donc attention, mais dans le mien en tout cas, on s'est préparé en fait à une guerre, on s'est armé, on a annulé plein de consultations pour plein de patients qui n'avaient pas le Covid, on a annulé des blocs opératoires, on s'est préparé à une guerre, on était prêts, et en fait, heureusement, elle n'est pas arrivée, ou en tout cas, l'afflux de patients n'est pas arrivé. Et donc, on s'est trouvé, pour moi, je me suis trouvé complètement désarçonné et interrogé. Mais on a fait comme si la guerre existait, et comme si elle était là. Et on a, pour moi, il y a plein de données qui n'ont pas été très explicitées, même au sein de mon propre hôpital, je n'avais pas toutes les données, je ne comprenais pas ce qui se passait. Tout ça dans on va dire, une dureté en fait administrative et par mes collègues extrême vis-à-vis de moi ou des soignants et puis des patients. On était censé les protéger et puis finalement je pense qu'on a abouti aussi à certains désastres sanitaires, de mauvaise prise en charge. Pour protéger certains, on en a mal traité de l'autre côté. Donc c'est venu de toutes ces incompréhensions. Et après, il y a eu effectivement le déclic du 12 juillet 2021 avec l'allocution présidentielle d'obligation vaccinale pour les soignants, qui a été effective au 15 septembre 2021. Et donc là où on était vacciné, on rentrait dans ce moule où on était suspendu. Et là, dans ce que je voyais autour de moi et ce que j'ai pu lire sur le plan scientifique, je n'ai pas réussi à être convaincu de cette vaccination, ni de son bénéfice, ni de son innocuité. Et donc, à titre personnel et pour des raisons personnelles, j'ai fait le choix en fait de ne pas me faire vacciner à ce moment-là. Et quand beaucoup de gens ont dit on n'a pas le choix, et ma direction m'a dit je n'ai pas le choix de vous mettre dehors, je pense qu'on a tous le choix un jour dans sa vie. Très bien. Justement, vous avez parlé en gros d'une dissonance cognitive quand vous disiez qu'on s'est préparé à une guerre qui n'a pas eu lieu, en tout cas dans votre environnement hospitalier. Mais on devrait s'en réjouir finalement qu'une guerre attendue n'arrive pas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourtant, comme vous le disiez, tout le système hospitalier, disons, a fait comme si elle avait malgré tout eu lieu. Est-ce que vous avez, avec le recul, parce que on voit bien dans votre livre, sur le moment, vous êtes complètement désemparé face à autant d'absurdités, mais est-ce qu'avec un peu de recul aujourd'hui, vous arriveriez à trouver des explications, alors, si on peut expliquer l'absurde, bien sûr, du pourquoi de cette dissonance cognitive de la part vraiment d'un système hospitalier? Parce que, individuellement, les gens étaient globalement, je pense, conscients de ce qui se passait, mais pourquoi l'ensemble collectif, disons, l'institution, a eu cette dissonance cognitive, encore une fois? Ça m'a beaucoup interrogé, et ça m'interroge encore. Donc je n'ai pas la réponse exacte, j'ai quelques pistes de réflexion personnelle, peut-être qu'elles sont juste ou fausses, je ne sais pas, c'est que ma vision à moi, attention, sur le plan personnel. Après, il y a deux choses, il y a à la fois un comportement émanant de la direction, et il ne faut pas confondre avec des comportements qui ont eu lieu de la part des soignants. Moi, je dissocie un peu les choses. Et pour moi, et j'en sais rien, c'est que mon analyse, la direction, je pense qu'il y a eu un bénéfice, et notamment financier, oui, pas que financier aussi, mais en fait, si vous voulez, les directeurs se sont retrouvés extrêmement importants. Ils avaient la mainmise, ils ont eu la mainmise sur les hôpitaux, mais y compris sur les médecins et sur la façon de soigner. Et ça, pour moi, c'est une première. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des directeurs, il y avait des médecins, on fonctionnait ensemble, on travaillait ensemble. Là, le Covid, ou la crise sanitaire, il y a eu, les directeurs ont eu la mainmise, y compris sur des protocoles médicamenteux, des thérapeutiques, des choses qui appartenaient avant aux médecins. Donc ça a complètement changé. Et donc, je pense qu'il y a eu un espèce de pouvoir exacerbé, je l'interprète comme ça, de la part de certains dirigeants,
il y a eu ça, et il y a eu peut-être un aspect financier, puisque finalement il y a eu des enveloppes Covid, et donc on a ouvert des services Covid de plus de 30 lits, puis finalement en creusant, il n'y avait que 2 patients Covid dans ces 30 lits qui ont été réquisitionnés, c'est-à-dire qu'ils ont été pris à la place de services de lits de chirurgie, etc., pour lesquels les chirurgies n'ont pas eu lieu. Donc c'est quand même particulier. Mais ça n'a choqué personne. Et on a fait presque semblant. On n'avait aucune donnée de savoir du nombre de patients Covid hospitalisés dans notre propre hôpital. J'ai dû un peu insister finalement avec des tableaux, avec des chiffres, on ne sait pas d'où ils sortaient parce que finalement, d'un jour sur l'autre, il y avait un total cumulatif de patients Covid et si on regardait d'un jour sur l'autre, ce total qui augmentait cumulatif, on se dit où ils vont les patients et en fait, ils étaient ni dans les patients hospitalisés, ni dans les patients en réa, ni dans les patients en rééducation. Alors je me suis dit, ils sont peut-être dans les morts, ils n'étaient même pas dans les morts. Donc je ne sais pas, il y a eu un flou. Et pour revenir à la question, donc il y a eu, à mon sens, une surestimation, en tout cas dans mon centre hospitalier, du nombre de patients Covid. Et les directeurs avaient des enveloppes budgétaires Covid. Donc plus il y a de Covid, plus on vaccine et plus il y a la récompense à la fois on va dire, de poste professionnel et à la fois, je pense, financière. Et c'est, je pense, une des seules années où mon hôpital n'a pas été déficitaire, mais on a été excédentaire. Voilà. Alors qu'on avait parallèlement beaucoup moins d'autres patients. Et justement, ce changement de paradigme, c'est-à-dire que cette prise de pouvoir par les directeurs d'hôpitaux, pour le dire un peu trivialement, est-ce que ça s'est terminé avec la fin de la crise sanitaire ou est-ce que ça a perduré et c'est encore le cas aujourd'hui? Alors bon, je veux pas. Bon, après, les directeurs d'hôpitaux, on va dire qu'ils obéissent aussi à des directives plus au-dessus, quand même, ministérielles, gouvernementales. Donc après, c'est un choix politique. Je pense que l'hôpital et le système de santé, en fait, en France, est en train de se transformer. Pas que depuis maintenant. Il s'est transformé depuis plusieurs années de façon insidieuse, dès le début des années 2000, je pense, avec donc l'instauration qu'on appelle la T2A, c'est-à-dire une cotation à l'acte, et puis on fait certains actes, et puis l'hôpital est payé. Voilà, donc une gestion un petit peu financière du système de soins. Ça avait commencé de façon très lente, quels que soient les partis, que ce soit de gauche ou de droite d'ailleurs, mais c'était assez plus insidieux et c'était très lent. Et la crise sanitaire, à mon avis, a été un accélérateur de ça, en fait, de cette, finalement, hôpital-entreprise. Et je pense qu'on a pu faire passer certaines mesures sur 1 à 2 ans. S'il n'y avait pas eu cette crise sanitaire, on aurait peut-être mis 10 ans à le faire. Et là, il y a eu une accélération et donc une mise en exergue d'une volonté politique ou d'un choix politique par rapport au système de soins. Et qui continue maintenant. C'est pas parce qu'il y a eu une réintégration des soignants sont dus, etc. Enfin, je veux dire, cette direction, à mon sens, de l'hôpital-entreprise, il continue, et il continue à grande vitesse. C'est le TGV maintenant qu'on a pris, c'est plus le petit train de banlieue. Voilà ce qui a permis pour moi la crise sanitaire. C'est vrai que c'est un commentaire qui a souvent été fait par les soignants eux-mêmes, de dire que ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire n'a pas été... En gros, la crise sanitaire n'a pas été un déclencheur, mais simplement un révélateur d'une part. Ça a simplement mis une loupe sur quelque chose qui était pudiquement mis de côté, même si la plupart des praticiens et des citoyens eux-mêmes, parce qu'on l'hôpital, on pratique tous en tant que patient, parce qu'on a des proches qui sont hospitalisés, donc c'est quelque chose que la société savait, que les élites peut-être ne savaient pas ou faisaient mieux de ne pas savoir, mais que les citoyens savaient. Et effectivement, ensuite, comme vous l'avez dit, ça a été un révélateur et un accélérateur. Donc, à voir où ça nous mène, mais c'est dur d'être optimiste en tout cas. En tout cas, voilà, dans ce que j'ai écrit dans mon livre, finalement, ça serait très très réducteur et ça me vexerait même qu'on résume mon livre en c'est un médecin qui veut pas se faire vacciner ou qui se vaccine en fait. Parce que pour moi, la vaccination n'est qu'un tout petit élément de tout ce qu'on a vécu et cette crise sanitaire, effectivement, n'est qu'un point d'une société qui évolue, qui se transforme, mais avec les choses qui ne sont pas dites en fait, et avec des médecins qui sont complices ou alors obligés de prendre parti et d'aller dans cette direction, même si on n'est pas d'accord. Et pour moi, c'est extrêmement violent. C'est pas pour ça que j'ai fait médecine. Et quelque part, les choses sont pas dites franchement, je trouve, vis-à-vis des citoyens. Et
Pour moi, l'hôpital, il appartient pas aux dirigeants, il appartient pas au gouvernement, il appartient pas aux médecins non plus, il appartient aux citoyens, l'hôpital. Et ça, on l'oublie, en fait. Mais c'est aux citoyens de défendre l'hôpital, c'est aux citoyens on devrait, on devrait leur dire comment fonctionne l'hôpital. C'est les citoyens qui cotisent, c'est eux qui le créent, cet hôpital. Pour moi, mon ouvrage, c'est aussi dire, regardez, ça se passe comme ça, c'est ça la vraie vie, entre guillemets. Les hôpitaux, ils sont comme ça. Le mien n'est qu'un exemple parmi d'autres. Mais il y a plein de choses que les patients ne savent pas. Et je pense que s'ils savaient certaines choses qui se sont passées, ils auraient un autre regard, un peu moins dur sur ce qu'on a appelé les anti-vax ou les complotistes, tout ce qu'on veut. Finalement, le combat, moi, mon combat de me faire vacciner ou pas vacciner, je me suis pas fait vacciner à la fois pour des raisons personnelles, mais pour des raisons morales, éthiques, c'est-à-dire, et pas que contre une vaccination, c'est aussi contre un système dans lequel je ne voulais pas rentrer. C'est-à-dire que pendant cette période de crise sanitaire et de passe sanitaire, moi je suis choqué du passe sanitaire, que mes patients ne puissent pas rentrer à l'hôpital. Mes propres patients, que je suis depuis 10 ans, il y a un vigile à l'entrée d'une société sous-traitante extérieure, quelqu'un qui connaît pas l'hôpital et qui me dit non, vos patients ils rentrent pas dans le moule, ils sont pas vaccinés, vous ne les soignez pas. J'ai refusé d'obéir à ça et de faire cette médecine-là. Pour moi, c'était un devoir même moral de dire non à ça, en fait. Après, j'en ai payé les conséquences, mais... C'est vrai que quand on lit votre ouvrage, c'est vraiment l'impression qu'on a, c'est-à-dire qu'on lit pas tant le journal de bord d'un médecin, mais presque d'un agent du service public, en fait, qui voit le service public dans lequel il a fait sa carrière, qui était une vocation finalement, parce que la médecine, c'est une vocation à deux titres. Hein. Il y a la chose médicale, disons, mais aussi le fait d'être au service de la population. Et ce que vous expliquez bien d'ailleurs dans les premières pages de votre livre, puisque vous venez de nous rappeler à l'instant. Mais c'est ça en fait l'objet du livre finalement. C'est encore une fois, c'est pas la vaccination, c'est pas tout ça, c'est tout ce que ça induit derrière. Et quand j'ai lu ce livre, oui vraiment, j'ai l'impression de voir un fonctionnaire, enfin dans son sens du terme, un agent public, quelqu'un qui est attaché au service public, de voir tout ce qui fait la beauté de la chose s'effondrer autour de lui. Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, c'est faire le deuil, ou c'est perdre quelqu'un de sa famille qui nous a fait grandir, en fait. Moi, j'ai grandi à l'hôpital. J'ai fait mes études, j'ai consacré beaucoup d'heures de ma vie, c'est un choix et je l'assume complètement. Hein. Mais oui, pour moi, c'est ou un deuil ou du sabotage même, parce que effectivement, dans les hôpitaux, il y a eu des abus, tout ce qu'on veut, il y a des choses qu'il faut réguler, je suis d'accord. Mais là, il y a des choses qui fonctionnaient extrêmement bien. Il faut quand même rappeler que la médecine en France était une des meilleures du monde. On a un niveau, une qualité de santé qui est quand même très très haute dans le monde. Et il y a des choses qui marchent extrêmement bien et qu'on est en train qu'on démolit. Et ça, et les médecins, moi je me sens pris en otage, pris en otage de cette médecine-là, et je veux pas, à la fois parce qu'elle n'est pas éthique, elle n'est pas conforme à mes idées. J'ai pas fait médecine pour ça, moi, effectivement, et j'ai choisi le système public. On peut choisir le privé, ça, peu importe, et on peut être très bon médecin d'un côté ou l'autre, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'était vraiment un choix aussi. Le système public, c'était pour essayer d'apporter le mieux que je pouvais aux patients, et justement en étant libre, c'est-à-dire détaché un peu de la pression financière en fait, et de l'argent, et ne pas être payé à l'acte, et que si j'estime qu'il y a un patient, je dois passer 1 heure et pas un quart d'heure ou une demi-heure avec lui, même si je finis plus tard, je peux le faire. J'ai ce luxe de le faire. J'ai cette liberté de pouvoir le faire. Et du coup, ça a été mis complètement en porte-à-faux, et je me suis senti déboussolé avec cette crise sanitaire, parce que c'était plus la médecine que je voulais faire. Et on nous a, il y a vraiment eu un basculement, je pense, de la profession. À ce moment-là, vraiment en accéléré, avec la mise en place de protocoles, de protocoles au nom de la sécurité pour pouvoir soigner des gens, mais des protocoles qui tombent, on ne sait pas où, c'est pas des protocoles médicaux, ils tombent de manière étatique, et tout le monde doit les respecter, et qu'on soit d'accord ou pas.
tous les médecins doivent respecter ça. Et ces protocoles s'appliquent à tous les patients. C'est-à-dire qu'on rend pour moi d'une médecine du cas par cas à une médecine de masse. Voilà. Et si on commence à traiter les patients comme une médecine de masse, comme le tourisme de masse, comme plein de choses, pour moi, c'est hyper dangereux. C'est dangereux. L'être humain n'est pas un canapé ou une chaise, en fait. Et ça, maintenant, les dirigeants, je pense, il y a un regard très, très financier et très d'entreprise, l'hôpital. Donc finalement, l'argent que j'avais fui quelque part pour avoir une certaine liberté, eh ben, il est en première ligne maintenant. Et il justifie tout, y compris des protocoles médicaux. Donc effectivement, je me perds, je ne me retrouve pas dans ça. Et vous parliez brièvement vous évoquiez, pardon, la médecine privée. Ce qui ressort de votre livre également, puisque vous étiez dans un établissement où le privé et le public sont finalement très proches, même littéralement physiquement, ce que vous expliquez en fait, que la médecine privée en tant que telle ne vous pose pas de problème, que des gens fortunés souhaitent payer extrêmement cher des soins dans des établissements privés avec des prestations, on va dire, non médicales supérieures, grand bien leur face. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces prestations se font au détriment de la qualité du service public, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est quelque chose auquel vous assistez et que vous décrivez dans votre livre d'ailleurs. Oui, tout à fait. En fait, c'est sûr, mon livre, il balaye plusieurs aspects, en fait. Voilà, comme je disais, pas que la crise Covid, mais moi, j'ai rien contre les médecins du privé. Je travaille avec eux. Il n'y a aucun souci pour moi. Et c'est des choix. Et puis, on est tous différents, et tant mieux, et on est complémentaires. Après, effectivement, là où c'est compliqué, c'est quand il y a un glissement entre le public et le privé, où finalement, le public, sert des intérêts privés et renforce un système privé alors que finalement on devrait être complémentaires et que les deux ont leur place. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça, c'est des choses extrêmement tacites, insidieuses, qui se font si on ne fait pas très attention. Effectivement, ça va jusqu'à l'endroit géographique, en fait, où l'hôpital, il est à côté de cliniques privées, dans la même enceinte. Alors, les patients, ils ne savent plus trop si c'est privé, public. Voilà, il y a déjà une confusion géographique. Après, il y a certaines spécialités, en fait, qui ne sont que dans le privé et qui n'existent pas dans le public. Donc, ça veut dire que si des patients ont tel problème, ils sont obligés d'aller dans le privé. Et des fois de payer des suppléments, des dépassements d'honoraires, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et donc là, on prend en otage des patients dans un système privé, et ça me pose problème. Ce qui me pose problème aussi, c'est que l'hôpital ou certains services, en fait, servent de, comment on va dire, un peu de marché à certains spécialistes, voilà, ou chirurgiens du privé, et ils viennent choisir leurs patients à l'hôpital, ils les prennent, ils les opèrent, puis après ils les renvoient à l'hôpital parce que ce qui coûte cher, ce qui rapporte, c'est l'acte chirurgical, ce qui coûte cher, c'est la convalescence après. Donc voilà, et tout ça, c'est fait voilà, de façon naturelle, et tout le monde est complice de tout ça, et en particulier notre direction, et tout va très bien. Et ça impose, voilà, ça m'embête. Pour moi, ce qui m'alerte là maintenant, c'est qui me fait peur et que j'avais jamais vu avant, c'est finalement ce post-crise sanitaire. Ce post-crise sanitaire, il y a des transformations hospitalières qui se font, qui avaient déjà commencé, ça a été un accélérateur, la crise sanitaire, et maintenant ça continue. Et j'ai certains de mes collègues, de mes confrères, je ne sais plus si je peux les appeler confrères, parce que mon retour aussi n'a pas été simple et beaucoup ne me parlent toujours pas, mais ils se rendent compte en fait que on va dans une médecine d'entreprise qui veulent pas, mais tout d'un coup ils se réveillent maintenant. En fait, ils ont été les bons éléments, les bons élèves, ils sont fait vacciner, ils ont un peu poussé à la vaccination tous leurs patients, ils ont fait tous les protocoles, ils ont été bien vis-à-vis de la direction, ils pensaient être récompensés, félicités. Mais en fait, ils ont été d'une naïveté intersidérale. C'est-à-dire que nous, on a été les soignants suspendus, on a dit, on a été un peu les méchants, quoi, et puis eux pensaient être récompensés. Ils n'ont pas été récompensés parce que finalement, cet hôpital entreprise, il y arrive, on est en train de démanteler les services, on continue à fermer des lits, etc., etc. Donc certains, moi, dans mon entourage que je vois, qui étaient des bons médecins, même si on n'était pas d'accord sur nos idées là pendant la crise sanitaire, peu importe, ils fuient, ils partent. C'est-à-dire qu'il y a une fuite des cerveaux, de très bons médecins, il y a une fuite de l'hôpital vers le privé. Et qu'est-ce qui va rester à l'hôpital? Qui va rester? C'est-à-dire, est-ce qu'il va rester des bons médecins qui ont une vision éthique et qui ont fait ce choix médical dans le public
voilà, pour des raisons personnelles et éthiques, et qui travaillent bien et qui sont dévoués coréens, est-ce que c'est ceux-là qui vont rester, ou c'est finalement des médecins beaucoup moins humains, mais qui obéissent, des obéissants, qui remplissent bien les protocoles, qui obéissent bien à une direction, qui seront félicités parce que très malléables, qui auront des promotions sans forcément avoir un niveau excellent, au contraire. Et donc, est-ce qu'il va rester que les mauvais à l'hôpital? Et pour des patients mauvais, entre guillemets, je mets ça entre gros guillemets, je provoque en disant ça, d'accord? Donc, est-ce qu'on trie la qualité de soins? Est-ce qu'on trie les soignants, on trie les médecins? Donc, une médecine à deux vitesses. Hein. Est-ce qu'on trie les patients? Ceux qui peuvent, comme vous dites, se payer, ils iront là, voir le bon médecin, et à l'hôpital. Voilà, enfin, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et encore une fois, tout ça, c'est induit par une volonté politique. Je n'ai rien contre mes collègues du privé. Hein. Attention. Et j'ai des collègues qui font pas forcément de dépassement d'horaire, qui font bien leur boulot, on travaille ensemble, il n'y a aucun problème. C'est pas ça en fait. Hein. Moi, c'est le glissement privé-public qui me perturbe, le fait que ça soit que les patients soient pris en otage de ça. Et pour moi, tout ça, c'est un choix politique. Et on est très dans des dépenses de santé publique, il faut faire très attention, on veut pour rien dépenser, et surtout l'humain, parce que l'humain coûte très cher et qu'il n'est pas rentable. Et donc, on est tout le temps surveillé. À l'inverse, dans certains domaines privés, on peut faire le nombre de consultes et gagner tant qu'on veut par mois, ça choque personne. C'est comme la Sécu qui paye. Voilà, donc il y a un décalage aussi. Il y a un décalage de moyens, il y a des cliniques flambant neuves, et ça rapporte. Donc le soin, ça doit rapporter. Comment ils font? Voilà, il n'y a pas que des gens qui font des dépassements d'honoraires, ou en tout cas, voilà, et l'hôpital, il n'y arrive pas. Je comprends pas. On n'est pas plus bête que les autres. Voilà. Et donc pour moi, c'est une direction et des politiques qui cachent leur jeu, qui fonctionnent dans la promotion d'un système privé et d'entreprises, mais qui se cachent derrière des valeurs pseudo-humaines, de protection des patients, qui n'a pas de sens. Parce que, voilà, cette crise sanitaire, tout au départ, et le vaccin, c'était quand même pour protéger des patients qui pourraient avoir le Covid et qui pourraient en décéder. Quels étaient les patients qui pouvaient avoir le Covid, forme grave et en décéder? C'était une minorité de patients, c'était des patients âgés avec comorbidité. Mais maintenant, ça marche même plus puisqu'il est gentil, le Covid, et tant mieux. Mais donc, pour protéger des personnes de plus de 85 ans avec comorbidité, on a empêché à des patients de 50 ans avec une tumeur de ne pas pouvoir se faire opérer, mais d'attendre X mois. On a aggravé certaines maladies par défaut de soins. On a empêché à des familles de voir quand même leurs proches, une femme de voir son mari qui allait mourir à 50 ans d'une tumeur du cerveau. Il fallait pas qu'elle rentre le voir ces derniers instants au nom de je ne sais quelle mesure de Covid pour protéger un éventuel personne de 85 ans comorbidité cardiaque qui passerait comme par hasard quand elle arrive. Enfin, pour moi, voilà, pardon, j'ai un peu dévié sur les problèmes éthiques, mais je reviens au privé-public. Voilà, c'est ce mélange en fait des genres qui est perturbant et qui prend en otage les médecins et les patients qui me dérange. Et je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui ne sont pas au courant de tout ça. Voilà, je reviens, excusez-moi, j'avais un peu dévié sur des choses un peu éthiques, mais pour dire qu'au nom de la sécurité, etc., on fait passer plein de choses et qu'en fait, on va dire la volonté derrière ou l'aspect, il est quand même essentiellement financier. C'est que mon analyse. Mais ce qui ressort de votre témoignage, je veux dire celui du livre et ce que vous nous livrez là tout de suite pendant cette retransmission, c'est une sorte de crise du bon sens en fait. Vraiment le bon sens, systémisant, mais en tout cas médecin et citoyen, qui a été aux abonnés absents pendant la crise et qui n'est pas vraiment revenu. Et il y a un côté kafkaïen là-dedans qui est assez édifiant. En tout cas, quand j'ai lu votre livre, c'est vraiment ce qui m'a le plus happé. Et c'est ce que vous décrivez là, finalement. Ben oui, en fait, le bon sens, pour moi, on l'a tous un peu au fond de soi. Certains peut-être plus que d'autres, certains l'enfouissent, mais je pense que le bon sens, c'est quelque chose qui peut de protecteur. Et qu'il faut pas enfouir, en fait. Et quand je dis bon sens, c'est-à-dire qu'on a tous un cerveau, on peut tous réfléchir. On peut se tromper, on a le droit de se tromper. C'est pas grave, mais on peut tous réfléchir. Et pour moi, on était dans une crise, non pas sanitaire, mais une crise de la réflexion. Où toute pensée, tout doute était interdit. Et finalement, et pourquoi finalement? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de s'interroger?
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser notre bon sens? Qu'est-ce qu'on va y voir? C'est ça qui est intriguant. Si on a du bon sens et que les choses sont cohérentes et que les gouvernements nous protègent quand ils disent on devrait favoriser le bon sens des gens, rien. Voilà, si on cache rien, si tout est clean. Et pourquoi on a interdit ce bon sens? Il faut s'interroger, il y a quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, le bon sens, on a été tellement noyé de plein de choses, des médias, etc. Le bon sens, voilà, moi j'ai essayé de l'avoir, voilà, qu'est-ce que je vois au quotidien, qu'est-ce que je vois sous mes yeux, qu'est-ce qui se passe, mais ça colle pas, etc. Et le bon sens d'ailleurs, je me suis rendu compte que les personnes qui avaient le plus de bon sens dans mon expérience de vie, là, hein, et dans ce que j'ai vécu, c'est finalement les personnes les moins voilà, comment dire ça, qui avaient un niveau d'éducation peut-être plus bas que d'autres. Moi, je me serais attendu à ce que les personnes de bon sens soient, voilà, hein, peut-être de façon des clichés qu'on a dans la tête, mais que les personnes de plus de bon sens, avec de plus de réflexion, d'analyse de ce qui est en train de se passer, c'est des gens comme moi ou qui sont médecins, c'est-à-dire qui ont des connaissances, on va dire, scientifiques, qui ont fait des études longues, qui ont à la fois une expérience de terrain. En fait, finalement, non. Ces gens-là, ça a été les pires, c'est-à-dire les plus à même ou qui sont censés être sélectionnés pour leur réflexion, entre guillemets, c'est ceux qui en ont le moins. Et ça, moi, ça m'interroge. J'ai trouvé beaucoup plus de bon sens, comme, voilà, si jamais vous lisez mon livre, voilà, ceux qui ont eu le plus de bon sens, c'est qui? C'est les infirmières, c'est les aides-soignantes, c'est les femmes de ménage. Voilà, c'est vacciné, elle a plein de choses qui lui arrivent sur le corps, elle s'interroge. Voilà, on s'interroge, quoi. Et comme pour le bon sens, en fait, pour moi, finalement, tout le monde l'a en soi, et c'est pas parce qu'on a fait tant d'années d'études ou pas qu'on l'a pas, et je pense qu'il faut l'écouter, il faut pas le cacher. Mais voilà. Un sujet que vous évoquiez et dont on a un petit peu parlé en préparant cette interview, c'est celui de la maltraitance sur les patients, qui a toujours été présente malheureusement à divers degrés, mais que la crise sanitaire a renforcé, et notamment à cause, encore une fois, des directives, et vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, merci pour cette question. En fait, c'est aussi le propos de mon livre, c'est-à-dire, pour moi, il y a eu, finalement, il y a deux choses phares. Il y a à la fois des choses qui ont été cachées pour moi, et il y a à la fois une maltraitance. Et ça, on n'en parle pas, en fait. Et il y a une maltraitance hospitalière qui est double, qui est à la fois une maltraitance des soignants, on a bien pu le voir, là, enfin, ça a été vraiment poussé à l'extrême, et une maltraitance des patients, sous couvert, évidemment, de bienveillance, de favoriser le bon parcours de soins pour le patient. Mais en fait, oui, il y a une maltraitance des soignants, voilà, pour moi, la poussée à son paroxysme, c'est-à-dire que un soignant n'est qu'un pion, n'est qu'un numéro, et à peine d'intérêt, et le travail qu'il a fait avant, il n'y a aucune reconnaissance en fait de son travail. Et quand je dis soignant, j'inclus tout le monde, c'est même pas soignant, c'est aussi la secrétaire médicale, c'est tout le monde, c'est toute l'équipe hospitalière qui a été maltraitée si elle n'était pas dans le moule. Et avec un mépris de la direction, une façon de se comporter qui vraiment est extrême, à la fois de la direction et des gouvernements, parce que finalement, si on réfléchit, moi ce qui a été extrêmement violent dans le mot suspension, c'est que on est suspendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus travailler même si on a envie de travailler, et qu'on n'a droit à aucune aide, c'est-à-dire aucune aide, chômage, rien. Bon. Alors moi, ça, je ne comprends pas. Pour moi, ça, c'est violent. C'est-à-dire que n'importe quelle personne, violeur, pédophile, récidiviste, criminel, drogué, tout ce qu'on veut, il a le droit à une aide. Et tant mieux, on est dans une société démocratique et sociale, donc je ne critique pas ça, mais il a le droit à une aide et la société l'accepte. Mais par contre, qu'on refuse pour soi-même de se faire vacciner en prenant des moyens en respectant les mesures barrières, tout ce qu'il faut, sans faire prendre de risques aux patients et en étant testé négatif toutes les 72 heures, ce que les vaccins n'avaient pas,
eh bien, on est considéré comme mauvais pour la société et on n'a droit à aucune aide. Et dire on n'a droit à aucune aide, c'est quoi? C'est à la fois extrêmement difficile sur le plan financier à digérer et en particulier, surtout pour les soignants non médecins, hein, d'ailleurs, qui ne touchent pas le même salaire et qui ont été très courageux et courageuses. D'ailleurs, je leur tire mon chapeau, j'en profite. Et le fait de ne pas avoir d'aide financière, ça veut dire pour moi symboliquement on est sorti de la société. Et de force, on nous sort de la société, on n'a droit à aucune aide puisqu'on n'est même pas un citoyen, on n'est même pas dans la société, on nous sort de ça. Donc pour moi, ça aussi, c'est une maltraitance énorme psychologique. Et avant ça, il y a eu la maltraitance des soignants par une espèce de harcèlement psychologique. Hein. On avait des mails itératifs, des appels, des convocations, vaccination, enfin, c'était incessant, plein de menaces. Et après, donc pour la maltraitance des patients, oui, elle existe évidemment pour moi. Et elle a été pendant la crise sanitaire, puisque je vous dis, on a dû annuler plein de consultations, plein d'hospitalisations, plein de chirurgies, hein, des fois pour des tumeurs, enfin des choses urgentes, pour laisser la place à des patients qui ne sont pas venus, hein, Covid, mais bon. Encore une fois, tant mieux, hein, mais moi je souhaite le bien aux gens, je ne souhaite pas leur mort. C'est pour ça on m'a suspendu, mais je suis médecin depuis plus de 20 ans, je donne ma vie à ça, c'est pas pour qu'il y ait des morts, c'est plutôt pour essayer de maintenir les gens en vie. Mais bon, bref, c'est encore autre chose. Et les patients ont été, maltraités. J'ai vu plein de patients désespérés, et ce qui a été encore plus violent, c'est que quand j'ai réintégré l'hôpital, je me suis pris toute cette détresse des patients. C'est-à-dire qui ont été baladés pendant que les médecins ont été suspendus. Moi, mes collègues ont refusé de voir mes patients. Et encore une fois, mes patients, c'est pas mes patients, ils m'appartiennent pas, ils appartiennent à eux-mêmes. Donc normalement, on doit être solidaire et on doit être confraternel. Et on a refusé de les voir pendant des mois. Ils étaient en errance médicale. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai repris? Je me suis pris de tout ça et je me suis rendu compte que finalement, qu'il y ait des soignants suspendus très bien, en réaction, on a fermé des lits. Donc finalement, ça a arrangé, on fait des économies. Donc tout est très bien, sauf que l'aspect humain, il est en train de disparaître. Et les médecins qui restent et qui sont dans le moule, c'est pas forcément les plus humains, puisqu'ils ont accepté tout ça, ils ont accepté toute cette violence-là. Et il y a aussi un manque de médecins, il y a un manque de soignants, il y a un manque de lits, donc on trouve des patients, oui, pour moi, qui sont maltraités. Là, c'est la première fois de toute ma carrière où des patients qui ont des maladies extrêmement graves, qu'on doit prendre en charge et suivre, notamment en hôpital de jour, on n'a plus de place. Donc, on doit leur dire dans 6 mois. Et dans 6 mois, ils peuvent être morts. Et voilà où va l'humanité. Et donc, ils sont maltraités. Et on le voit bien. Maintenant, trouver un spécialiste, les gens, ils font des pieds et des mains. Moi, j'ai des patients qui sont venus de la capitale voir à moi. Mais c'est le cas pour d'autres. Il y a une maltraitance des patients à plein niveau, et notamment par l'offre de soins. Il y a une inadéquation, à mon avis, et pas que l'offre de soins, d'ailleurs, l'offre qu'on leur donne, en fait, l'offre de soins, elle est très déshumanisée. Et c'est pas ce qu'ils cherchent, à mon sens. En tout cas, dans les patients, c'est pas ce que j'ai ressenti. Vous avez brièvement mentionné votre réintégration pendant votre intervention qui vient de s'écouler. Et j'aimerais revenir un peu dessus, pas tant sur le fait que, du coup, pour être réintégré, vous avez accepté de vous faire vacciner. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir être réintégré rapidement, justement. C'est ce sentiment d'abandon de vos patients qui a été le principal vecteur, je crois. Alors oui, c'est multifactoriel, mais bon, après, quand on est réintégré rapidement, quand ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas de salaire, et qu'on ne travaille pas, ça paraît très long, en fait. Mais, et pas de, voilà, ne pas pouvoir exercer en fait un travail de passion, ça a été quand même long pour moi. Après, chacun a son interprétation, mais pour moi, en tout cas, ou son ressenti, moi, ça m'a paru long. Et encore une fois, je suis admiratif des personnes, des soignants qui sont réintégrés à peine maintenant et qui ont tenu aussi longtemps. Je leur tire mon chapeau. Parce que moi, je n'ai pas été en capacité de le faire. Probablement par manque de courage aussi, c'est possible, et il faut savoir reconnaître ses torts tout le temps. C'est comme ça qu'on avance aussi et qu'on est meilleur, à mon avis. Mais bref, et oui, moi, en fait, c'est un peu comme si on me coupait une jambe quelque part. Donc il fallait que je remette
voilà, une espèce de prothèse, quoi, puisque finalement, je boite toujours et il me manque quelque chose, puisque quelque part, voilà, ce que j'ai vécu, ça a été violent, mais je mets une prothèse et je boite et je fais un peu comme si je boitais pas. Voilà, non, mais en fait, oui, mes patients, je savais qu'on ne s'occupait pas d'eux, je savais qu'ils étaient maltraités, qu'il y avait une certaine détresse. Donc pour moi, c'était très difficile à vivre parce que je me culpabilisais de quelque chose qui pour moi n'était pas mon fait, puisque moi, je voulais travailler et on m'a mis en dehors de ce travail. Moi, je demandais qu'à travailler. Donc ça, c'était extrêmement violent. Il y a eu le côté financier, je ne vous cache pas aussi. Il y a eu le côté personnel, hein, voilà, une situation familiale particulière. Mais bon, voilà, chacun a ses problèmes, mais ça a été multifactoriel. Et ça a été extrêmement violent d'ailleurs, ce choix à la fois moi de le faire, parce que là finalement, je sais pas si c'était un choix ou pas, mais avoir dans le corps quelque chose qu'on ne veut pas, alors qu'on a la conviction qu'on a tué personne, qu'on n'a pas fait de mal, alors peut-être que le mot est excessif, mais voilà, mais en tout cas, mon ressenti, ça a presque été un viol, c'est-à-dire quelque chose qu'on fait contre mes convictions, qu'on m'impose à moi-même. Alors que effectivement, on était testés tous les 2 jours négatifs. Donc voilà. Après, oui, tout ça c'est très violent et croire qu'en étant réintégré, tout va s'arranger, pas du tout. Et je l'ai jamais cru, hein, d'ailleurs. Hein. Et c'était pas du tout mon souhait non plus. Enfin, je n'ai pas pu faire comme si de rien n'était. Et bizarrement, j'ai quitté un hôpital un jour, je le réintègre X mois après. Et pour mon entourage, rien n'a changé. Pour moi, tout a changé et je suis plus le même. Mais pour l'entourage à l'intérieur de l'hôpital, bon, voilà, j'étais une chaise derrière un bureau, on a déplacé un peu la chaise, on la remet derrière le bureau. Voilà, c'est tout. Donc après, en fait, il est peut-être aussi violent que l'avant, en fait. Et justement, vous proposez un témoignage complet de l'intérieur, mais ce témoignage, ce cri, hein, pour reprendre l'expression que vous avez employée un peu plus tôt, il est vraiment en contradiction totale avec l'omerta qui règne et que vous évoquiez dans le livre, que vous avez déjà évoqué ce soir en filigrane. C'est-à-dire que le corps médical dans son ensemble, ils voient ce qui se passe, ils sont pas aveugles, mais tout le monde fait semblant. Et surtout, il y a une crainte de dire des choses, en fait. On fait l'autruche, en quelque sorte. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment assez fou. Alors peut-être que j'ai toujours vu les médecins pour davantage qu'ils ne sont, c'est-à-dire avant tout des êtres humains, avec leurs contradictions, avec leurs craintes, avec tout ce qui va avec. Mais c'est quelque chose qui est quand même extrêmement étonnant et perturbant. Ah ben après, oui, il y a eu beaucoup de choses cachées et une opacité en tout cas de la part de la direction, avec plein de chiffres de données qu'on n'avait pas ou qui étaient fausses, bon. Et aussi de la part de mes confrères, oui, médecins. En fait, on a vécu dans le silence et dans la peur. Voilà, tout était... on a dû taire tout, en fait. Toutes les incohérences, tout ce qu'on voyait, et on a fait semblant de dire qu'il y avait plein de Covid, semblant de dire qu'on était épuisé, alors que par le médecin se tournait les pouces, puisque finalement la guerre n'était pas arrivée, ou en tout cas l'ennemi n'était pas arrivé plutôt, ou pas en nombre comme on pensait, et tant mieux, hein, encore une fois tant mieux. Voilà, on a joué en fait un espèce de rôle, voilà, ou une pièce de théâtre. Alors à un moment on a été applaudi à 18h sur les balcons, et puis dans cette pièce de théâtre, après, il n'y a eu plus personne, quoi, et ou en tout cas, elle a pris une autre tournure, quoi, plus tragique, cette pièce de théâtre, mais on a fait semblant, et ça, c'était quelque chose que je ne comprends pas, et à la fois, il y a eu un silence, mais à la rigueur, finalement, bon, on peut se taire, mais on a été plus loin que le silence pour moi, c'est-à-dire qu'on a menti. Et menti, pour moi, c'est grave. C'est-à-dire qu'on a franchi autre chose. C'est pas juste, je comprends pas ce qui arrive, mais bon, je suis un peu dans le mou, je dis trop rien, et puis on verra. Et il y a quand même aussi des confrères qui ont mis des données erronées. C'est-à-dire qu'ils ont rentré, maintenant tout est coté sur le plan informatique, donc dès qu'un patient a quelque chose, il est confus, on rentre le mot confusion, c'est coté, ça fait des points pour l'hôpital, il a une infection urinaire, ça fait des points pour l'hôpital, il est Covid, c'est bingo.
Donc ça fait beaucoup de points pour l'hôpital. Donc on a ce système-là, on a à favoriser peut-être, j'en sais rien. En tout cas, il y a eu pour moi une surestimation dans mon centre hospitalier des patients Covid, ou en tout cas de la dangerosité du Covid, puisque tout le monde était Covid. On a passé notre temps à les tester, donc forcément on en a trouvé plein. Et dans les cotations qui ont été rentrées, il y a des diagnostics qui ont été posés, parfois, dans ce que j'ai vu de très près, des patients que j'avais souvenus, certains, je vais vous donner un exemple, par exemple, pour être plus parlant. Une petite mamie de 85 ans, elle tombe, boum, elle se fait mal, elle se fait une hémorragie cérébrale. Elle est hospitalisée, elle est prise en charge en neurologie. Elle est entre la vie et la mort. On la teste, bim, elle a le Covid. Elle va décéder, malheureusement. Elle décède de son hémorragie cérébrale, d'accord? Elle ne décède pas du Covid, qu'on a retrouvé de façon fortuite. Mais les cotations sur l'informatique, ça sera rentré, hémorragie cérébrale, coma, Covid, décès. Donc, ce qui est sélectionné, c'est Covid. Et la conclusion des fois des médecins, ça va être décédé du Covid. D'accord? Donc là, on assiste à des médecins complices qui vont rentrer des données erronées. Et à la fois, on a eu, pour moi, je me suis retrouvé dans une espèce de dichotomie, une chose double, c'est-à-dire que je pense qu'on a surestimé les formes Covid graves, on les a surestimées, et à l'inverse, on a sous-estimé les effets indésirables de la vaccination, puisque cela, c'était aussi l'omerta. Quasiment aucune déclaration de pharmacovigilance, tout le monde se tait, et moi j'ai vu des patients, voilà, quand on a 30 ans et qu'on fait un accident vasculaire cérébral sans aucune cause, rien, pas chez une femme jeune qui a aucun antécédent, avec des vaisseaux du cérébro parfaitement vascularisés, qui ne fume pas, qui ne prend pas la pilule, qui a tous les tests génétiques du monde qui sont tous négatifs, et que la seule chose qu'on trouve, en fait, c'est une vaccination de Covid 15 jours. Je suis pas là pour débattre de la vaccination, mais c'est juste un exemple pour montrer qu'on a mis des choses erronées. Et qu'on ne retrouve que 15 jours avant la vaccination, et c'est tout, et que la conclusion ne parle pas de ça, et que la conclusion, c'est AVC sur lésions athéromateuses que la patiente n'a pas, le diagnostic, la conclusion est erronée. Et on lui donne un traitement pour l'athérome qu'elle n'a pas, qu'elle aura à vie. Donc un traitement dont elle n'a pas besoin. Pour fluidifier le sang, parce qu'il circule mal, parce qu'elle a l'athérome, mais qu'elle n'a pas en fait, puisqu'on a fait des examens qui montrent qu'elle n'en a pas. Donc tout ça, c'est mal rentré dans les données informatiques, c'est pas coté en pharmacovigilance, c'est pas à nous médecins d'établir l'imputabilité du vaccin et de ce qu'on a vu. Mais on a un devoir d'information, comme on l'a dans toutes les autres maladies. C'est-à-dire qu'on voit des choses, on signale, c'est tout. Et ça, je comprends pas, ça, on ne l'a pas donné. Il y a une sous-estimation de tout ça avec des diagnostics erronés. Et tous ces chiffres-là, ils sont rentrés quand même dans les données informatiques qui vont à l'ARS, c'est l'ARS qui remonte au ministère de la Santé, le ministère de la Santé qui ponde des interdictions, des protocoles et des suspensions, plein de choses d'autres, mais au départ, sur des données qu'on a rentrées qui sont déjà fausses. Alors moi, on peut faire tous les calculs mathématiques du monde, on peut être un brillant statisticien, si déjà on part sur une base qui est fausse, il faut qu'on m'explique. Je comprends pas. Et donc, il y a eu, et j'en veux d'ailleurs à mes confrères, à la fois d'avoir été silencieux ou d'avoir participé volontairement à des choses qui étaient fausses. Pourtant, brillants médecins par ailleurs, parfois, avec des raisonnements très pertinents. Et ça, ça reste quelque chose d'incompris. J'ai quelques pistes, en fait, d'analyse, mais je leur en veux, oui, je me reconnais pas parmi eux, et c'est pour ça que je dis plus trop consoeurs ou confrères, on est collègues. Voilà, le mot frère ou sœur, il a perdu pour moi de sa valeur. Et c'est encore quelque chose que j'ai du mal à digérer, que je ne comprends pas. Après, sans vouloir non plus, il ne faut pas se tromper de cible non plus. Les responsables de tout ce qui s'est passé et de la suspension des soignants, elle est politique, elle ne dépend pas des médecins. Mais pour moi, ils ont été complices et je leur en veux parce que, voilà, je ne m'y retrouve pas. Et comme une espèce de presque une trahison, je ne sais pas comment l'exprimer. Eh bien, justement, nous avons des questions de spectateurs, mais notamment une qui fait écho à ce que vous venez de dire. Alors, c'est une question de Jadis29. D'ailleurs, bonsoir à lui ou à elle, et bonsoir d'ailleurs à toutes les personnes qui nous regardent, et merci surtout. Donc la question c'est, salutations à vous, que pense l'invité de sa réintégration, sachant que l'administration politique hospitalière n'a toujours pas changé?
C'est très difficile. Merci pour cette question. Et pour moi, tout n'est pas encore bien réglé dans ma tête parce que, effectivement, cette réintégration, elle n'est pas simple et rien n'a été réglé. Effectivement, rien n'a été réglé. Retourner à l'hôpital, c'est être complice d'une médecine qu'on ne veut pas quelque part. En sortir, c'est aussi abandonner. Alors c'est compliqué. Ce qui me fait tenir dans mon métier et dans ma réintégration, c'est mes patients. Voilà. Et d'ailleurs, ça m'a permis de me détacher du regard des autres. Et en tout cas, je ne recherche plus l'approbation de mes pairs, c'est-à-dire des médecins. Je m'en fiche de ce qu'ils pensent. Ils peuvent penser que je suis un mauvais médecin, ça ne me dérange pas. Je me suis détaché de ça et de ce besoin de reconnaissance des confrères. Maintenant, je travaille peut-être encore plus qu'avant pour mes patients. Et finalement, je suis allé à l'opposé des contraintes, qui sont la déshumanisation de l'hôpital et de la médecine et des médecins eux-mêmes, puisque là, ceux qui restent, c'est pas les plus humains, ceux qui sont partis, malheureusement, c'est peut-être les plus humains. Mais donc, moi, à l'inverse, plus on veut me déshumaniser et plus je veux lutter et être encore plus humain. Voilà. Mais je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question. Mais merci. Merci pour votre réponse surtout. On a également deux questions que je vais relier l'une à l'autre. Une question de Cassie Marcus et une question de Ju 26 25 68. Les deux questions sont: pourriez-vous résumer rapidement le rôle de l'ordre des médecins? Et la deuxième question qui découle de la première, c'est: est-ce qu'il est selon vous possible et ou nécessaire de le dissoudre? L'ordre des médecins, en fait, actuellement, je ne sais pas à quoi il sert. Effectivement, normalement, il est censé quand même défendre une communauté médicale. Et là, dès qu'elle est dissidente, en fait, il faut appartenir au groupe, à un groupe qui s'éloigne pour moi de la vision médicale et qui exclut. Effectivement, là, je ne sais pas s'ils sont protecteurs ou pas. Après, le Conseil de l'ordre des médecins, ça a été créé pendant la Deuxième Guerre mondiale ou à la fin, et c'était quand même le point de départ, si je ne me trompe pas, c'était quand même que les Juifs ne puissent pas être médecins, en gros, ne puissent pas accéder à la médecine. Donc ça a été fait déjà à des fins de discrimination. Donc c'est quand même très particulier. Voilà, après, je sais pas. Honnêtement, je m'interroge sur leur utilité, sur est-ce qu'ils sont aidants ou est-ce qu'ils favorisent une certaine répression et une mainmise sur la communauté médicale pour qu'elle soit obéissante. J'en sais rien. Ouais, je suis d'accord avec vos questions. On imagine la réponse derrière que vous en avez, mais voilà. Une nouvelle question qui vient d'apparaître de Joe Trembleur. Donc, question pour le docteur Zedel. Est-ce que, alors, je cite, le cybernétisme technocratique a transformé le secteur de la santé en usine à mal soigner. Quelle est la proportion des médecins et personnels soignants qui ont réussi à poser ce diagnostic? En d'autres termes, est-ce que beaucoup de médecins, infirmières, bref, de personnels soignants en général, partagent votre constat qu'en gros, le système médical est en train de changer et pas pour le mieux? Alors, c'est difficile. Alors déjà, Joe Trembleur, je ne sais pas si vous avez des tremblements, je peux vous voir en consultation. Mais je plaisante. Mais je ne sais pas. Je pense qu'il y a une part des personnes qui est consciente et qui en est attristée, mais qui fait comme si, il y a une part qui fait comme si ça n'existait pas trop, on va pas trop fouiller, on reste à la superficie, on reste en superficie, parce qu'on y a des intérêts personnels qui priment sur tout ça, sur finalement l'intérêt collectif, même si on a dit que les suspendus n'étaient pas collectifs. Après, voilà, c'est difficile pour moi de répondre. Je pense qu'il y en a qui s'en rendent compte quand même, puisqu'il y a plein de départs du système public et qui n'est pas que pour des raisons, attention,
financière en se disant je vais gagner plus d'argent dans le privé. Non, ils partent, mais ceux de l'éco-pays parce qu'ils sont vraiment désabusés, ils n'ont pas été félicités, il n'y a pas eu de reconnaissance malgré tous les efforts, ce qu'ils pensent qu'ils ont fait pour la crise sanitaire. Moi, je pense qu'ils ont obéi, mais bon, les obéissants n'ont pas été récompensés, donc ils sont désabusés, ils se rendent compte de cette médecine. Certains s'en rendent compte et partent, ce qui est dramatique. Certains s'en rendent compte mais ferment les yeux, d'autres s'en rendent compte aussi, mais ça leur va finalement parce qu'ils y trouvent un bénéfice personnel qui est la reconnaissance de la direction, d'agrandir peut-être leur secteur d'activité ou leur service s'ils acceptent de faire ci ou ça. Voilà, tout le monde n'est pas indigné ou choqué par ce qui se passe, et malheureusement. Mais oui, après, j'aimerais bien qu'on soit, on va dire, plus nombreux, où je me dis pourquoi, pour moi, ça me perturbe autant, et pour d'autres, ça les dérange pas plus que ça. Mais je pense qu'il y a un tournant, pour moi, de la médecine. Et voilà, toutes les personnes, à mon avis, de profession médicale, qui ont entre 40 et 50, ou 40 et 55 ans, en fait, on est des médecins un peu charnières entre deux médecines. Voilà, une médecine où, pour moi, avant, qui était la médecine du savoir, c'est-à-dire que le médecin, c'était celui qui savait avec toutes ses dérives. C'est-à-dire que des fois, on peut être critique aussi de ça, c'est-à-dire que le médecin tout-puissant, Dieu, entre guillemets, et qui sait tout, et on s'en remet à lui parce qu'il sait tout, il a accès au savoir, et donc il peut en abuser. Il y a eu des abus de la part de certains médecins. Mais à la fois, la médecine du savoir, c'est aussi le respect, quelque part aussi, c'est-à-dire qu'on respecte le médecin. Maintenant, on a basculé à mon sens de la médecine du savoir à la médecine technologique. C'est-à-dire on n'est plus dans le savoir, puisque maintenant tout le monde a accès à tout, on tape sur Internet, on a tout. Donc on n'est plus dans le savoir, donc du coup ça évite certains abus, mais il y a plus, à mon avis, moins de respect ou de reconnaissance en fait de la profession. Et il y a dans cette médecine technique ou technologique, on perd complètement l'humain. Mais on va dans ça, et on est encouragé dans ça. C'est-à-dire que même maintenant, on peut prescrire 20 IRM et 3 scintigraphies ou l'imagerie nucléaire dans la journée chez un même patient, même si l'indication est foireuse, ça passera parce que ça rapporte des sous à l'hôpital. Alors ça coûte la sécu, mais ça rapporte de l'argent à l'hôpital, ça rentabilise les machines, et donc très bien. Par contre, si on veut prendre du temps humain, passer du temps avec un patient ou lui faire bénéficier de voir un psychologue, non, parce qu'on n'en a plus, d'avoir tel traitement, mais qui est très coûteux, mais qui ne rapporte pas à l'hôpital, là c'est plus compliqué. Voilà, donc on est dans une médecine technique, et tellement technique que le médecin, pour moi, devient un technicien. Le danger, en fait, qu'on voit émerger, c'est tout ce qui est... le temps qu'on passe sur l'informatique, alors c'est sûr que ça aide l'informatique, mais on me dit toujours que ça fait gagner du temps. Alors pour l'instant, je trouve que ça m'en fait perdre, mais je passe plus du temps à cliquer sur des boutons qu'à regarder les yeux et à regarder mon patient en face. Et avec tout qui est un peu plus ou moins minuté. Donc cette intelligence artificielle qui arrive, dont certains médecins sont très fiers de participer à tout ça, pensent être à la mode, dans l'air du temps, ils ne se rendent pas compte qu'après, le médecin n'existera plus, il y aura un ordinateur qui aura notre rôle. Je pense que moi, je dis à mes patients, dans 10 ans, je ne serai plus là, vous aurez un ordinateur, ils rigolent, je ne rigolez pas, je pense que malheureusement, il faut faire attention, il faut être vigilant, je ne dis pas que ça va arriver, mais il faut être vigilant. Ça peut, là, quand je vois tout ce qui est, et notamment moi en tant que neurologue, quand même le but de l'intelligence artificielle, c'est d'arriver à faire un cerveau artificiel, avec toute la complexité du cerveau humain. Et donc on utilise certains de nos patients, notamment les patients épileptiques, qui ont un dysfonctionnement fonctionnel cérébral, pour les étudier, et c'est des bénévoles pas chers, enfin gratuits finalement, pour étudier, on se sert du physiologique, enfin du pathologique, pour essayer de comprendre le physiologique et pour essayer de comprendre les circuits neuronaux. Et si on peut arriver à faire un robot qui fait ces circuits neuronaux, ça serait fabuleux. Alors tout ça, c'est évidemment sous couvert d'aider le patient. Mais si on regarde bien, c'est extrêmement coûteux pour un bénéfice pour le patient. Il faut qu'on m'explique, j'ai toujours pas compris.
Et peut-être que je suis un peu plus bête que la normale, je sais pas. Mais bref, et donc on tend vers cette médecine technologique, cette intelligence artificielle, et j'en parle dans mon livre, et j'en parle pas comme ça, c'est parce que c'est une peur que j'ai, une crainte, et qu'on arrive à faire des logiciels, et les patients resteront chez eux, de toute façon, parce que dehors, tout est danger, et tout est insécure, donc on sera chez nous, on aura un petit ordinateur, et on n'aura même plus besoin de taper, hein, parce que ça sert à rien d'écrire, et donc, vocalement, on dira, ben, j'ai mal à la tête, puis j'ai mal au cou, et puis l'ordinateur, beaucoup plus performant d'ailleurs que le cerveau humain, arrivera à dire, ben, vous avez telle maladie, il va vous prendre une ordonnance, et Amazon ou je sais pas qui va vous la livrer dans votre boîte aux lettres, vous n'aurez même pas besoin de bouger, et vous ferez ces médicaments. Mais ce qu'il y a derrière, c'est ce que je disais, pour moi, c'est une médecine complètement déshumanisée, robotisé, avec des protocoles, mais voilà, c'est tout ce que la crise sanitaire a bien lancé là. C'est que des protocoles pour des patients qui sont eux-mêmes déshumanisés, puisqu'ils sont fantasmés par un ordinateur, une intelligence artificielle réalisée par des gens qui connaissent rien à la médecine, qui en sont très loin, des très excellents ingénieurs. Mais et pour moi, c'est dangereux parce que dire que tous les patients sont les mêmes. Non, en pratique, sur le terrain, quand on est médecin, chaque patient est différent, en fait. Et pour moi, une bonne médecine, c'est la médecine du cas par cas. Et encore plus quand on est neurologue, parce qu'on se rend bien compte que le cerveau, il y a des interactions avec tout. Et qu'un patient, il peut avoir une maladie A, on va donner un médicament A, ça va très bien marcher. Mais le patient numéro 2, il a la même maladie A, on lui donne le médicament A, ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Parce qu'il ne le supporte pas, parce qu'il y a des interactions avec autre chose, parce que son ressenti, son vécu, son histoire n'est pas la même, etc., etc. Et c'est que quand on comprend ça, qu'on prend le temps, et donc avec des relations humaines et de temps, hein, le temps ne doit pas être toujours chronométré, compté, parce que c'est de l'argent qu'on perd. Pour moi, la santé, ça ne peut pas se soigner, ça peut pas se voir comme ça. Donc, si on ne comprend pas ce danger de déshumaniser la médecine, c'est-à-dire les patients, hein, les citoyens, pour moi, ça m'effraie. Je ne sais pas où on va, honnêtement. Honnêtement, j'ai peur. Et d'ailleurs, je rebondis sur cette question, je ne sais pas si j'ai 5 minutes, mais je peux, oui. En fait, pour dire qu'il y a aussi une dichotomie ou un dilemme. Pour moi, c'est un dilemme. C'est-à-dire qu'on est en train de m'imposer une médecine technique, technologique, robotisée, déshumanisée. Donc ça, c'est l'offre qu'on est en train de proposer et qui est... tout le monde s'en félicite, en fait. Et il y a une promotion de cette médecine-là. Donc une médecine déshumanisée, ça, c'est l'offre. Et la demande en face. Mais patients, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils n'en ont rien à faire de faire 50 000. Alors, je ne dis pas que des fois, c'est pas bien, l'imagerie, etc. Hein, ça sauve des vies. Attention, hein, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais une surconsommation, en tout cas technique, sans l'humain derrière et le médecin qui explique, pour moi, c'est dangereux. Et la demande, c'est quoi? C'est pas de la technique. La demande, les patients, ils demandent de l'humain. Ils demandent qu'on les regarde dans les yeux, qu'on les appelle par leur nom, qu'on leur demande juste de simples questions. Comment vous allez? De quoi? Où avez-vous mal? Pourquoi venez-vous me voir? Et de plus en plus, j'ai des patients qui ne savent même pas pourquoi ils viennent me voir. Ils me tendent l'ordonnance du médecin. Regardez, c'est marqué là. Regardez mon IRM. Je ne veux pas avoir votre IRM, je veux vous voir à vous. Vous êtes un humain, vous êtes un patient. Et eux, ils demandent énormément ça. Énormément. Donc, je suis dans une dichotomie entre une médecine technique qui est en plein développement, en plein essor, et qui se développe à l'hôpital, et donc cette offre et cette demande, qui est une demande humaine par mes patients, qu'on m'a presque empêché de faire puisqu'on m'a mis dehors pour ça. Et voilà, donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que je pense que c'est peut-être aux citoyens de reprendre en main leur système de santé. Mais pour prendre en main ça, il faut en avoir conscience, et il faut connaître les problèmes de l'intérieur. C'était aussi, pour moi, le but ou le sens, en partie, le sens de mon livre. C'est d'expliquer que ça marche comme ça, et après, à chaque citoyen de faire son interprétation et son analyse, et de se dire dans quelle direction on veut aller pour notre santé commune, collective. Voilà. C'est un peu long, désolé. Alors non, on ne dit pas trop long du tout, c'était passionnant, et c'était complètement en raccord avec la question posée, donc c'était absolument parfait, et merci à vous. Une dernière question de spectateur pour ce soir, de Rico Del Toro. Votre vision sur les vaccins en général et sur les 11 vaccins obligatoires en particulier a-t-elle évolué depuis la période Covid? Alors, je ne suis pas le spécialiste des vaccins. J'ai plutôt été quelqu'un plutôt pro-vaccin jusque-là, hein, qui comprend l'intérêt de la vaccination. Et c'est la première fois où je m'oppose à une vaccination. Parce que pour moi, c'est pas
c'est pas une vraie vaccination, comment on va dire, dans le sens où c'était dans le cadre d'un essai thérapeutique. Et l'autre chose, moi, bon, comme voilà, je suis médecin, je pense que les autres vaccins, je suis pas contre tous les vaccins en fait. Là, je me suis interrogé surtout avec celui-là parce que pour moi, un vaccin comme tous les médicaments doit répondre à une demande, c'est-à-dire une balance bénéfice-risque qui va du côté du bénéfice. C'est-à-dire qu'un vaccin, il doit éviter une maladie grave et il doit avoir peu d'effets indésirables. Là, c'est un vaccin qui marche plus ou moins sur une maladie bénigne, donc qui n'est pas grave, avec des effets indésirables qu'on ne connaît pas. Donc la balance bénéfice-risque, elle n'allait pas dans le sens du bénéfice. Pour moi, j'ai eu un doute. Et c'est pour ça que j'ai refusé. J'ai pas vacciné un seul de mes patients avec le vaccin, parce que pour moi, c'était aussi les protéger, parce que je n'étais pas certain de l'innocuité de ce vaccin. Donc c'est là, il y a eu un petit basculement pour moi dans mon raisonnement. Après, bon, maintenant, dire s'il faut vacciner toutes les maladies ou pas, j'en sais rien. Il y a certaines maladies comme le tétanos, on est à l'opposé du Covid, c'est que le tétanos, si on l'attrape, c'est 100% mortel. C'est pas 0,0 je ne sais quoi de mortalité des plus 85 ans qui ont des problèmes cardiaques sur un variant ancien qu'on n'a plus. On n'est pas dans ça, on est dans du 100% mortel, le tétanos. Donc effectivement, je comprends avec les procédés qu'on connaît, qui sont évalués et qui sont sortis d'essais thérapeutiques. Donc pour moi, on n'est pas dans le même dans la même optique, dans le même raisonnement. Après, par contre, pour les futurs vaccins avec des procédés utilisant l'ARN, je ne sais pas quoi en penser parce qu'on n'a aucun recul là-dessus. Et là, je ne suis pas tout à fait confiante. Mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, donc je ne développerai pas plus. Merci docteur pour votre réponse à cette question qui était très attendue. Et également, merci pour votre présence ce soir parmi nous. Je rappelle que vous avez écrit le livre Journée ordinaire d'un médecin ordinaire, un médecin menacé pour avoir voulu soigner, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin avant que nous nous quittions? Je vous remercie. Je remercie aussi toutes les questions posées. Et, oui, après, je pense que mon livre peut être complémentaire en fait de ce qui est fait par des professeurs, des scientifiques de renom, qui ont une vision un peu macroscopique des choses. Moi, c'est plutôt du micro, c'est-à-dire du microscopique, c'est-à-dire en vision de terrain et ce qui se passe au quotidien. Et finalement, c'est intéressant, je pense, de ce côté complémentaire, c'est-à-dire que les choses, elles se rejoignent, qu'on soit dans le micro ou dans le macro. Je pense qu'il y a des constatations qui sont communes. Voilà, et après, je dirais l'autre chose pour conclure, peut-être un peu plus personnel, mais en fait, suspendu ou pas suspendu, pour moi, rien n'est réglé. Il faut rester vigilant. Et j'ai subi un véritable boycott de la part de mes collègues, un harcèlement, on va dire. Voilà, on utilise des mots professionnels, mais comme d'autres. Et le fait d'être intégré, je subis toujours ce boycott de mes collègues. Je suis toujours isolé et je suis toujours dans la peur. Voilà. Et je dis ça pas que pour moi. Je pense que c'est le cas d'autres personnes et c'est complètement anormal dans une société qui est dite démocratique. Mais il faut garder foi, il faut garder espoir et ne pas oublier que le doute, pour moi, est constructeur et que finalement, là, c'était une discrimination cognitive, puisque si on ne pensait pas comme le moule, on était exclu. Ça ne devrait jamais exister, tout ça. Voilà, on est dans une démocratie avec des piliers démocratiques qui sont pour moi la justice, l'éducation et la santé, qui sont très fragiles. Il faut savoir les protéger, coûte que coûte. Voilà, et merci à vous. Eh bien, c'est sur cette très belle conclusion que nous allons nous quitter. Merci encore, docteur, pour votre présence parmi nous. Merci pour votre ouvrage également, dont je recommande la lecture à tous nos spectateurs qui nous regardent maintenant et à ceux qui nous regarderont sur YouTube plus tard, lorsque l'interview sera mise en ligne. Merci aux spectateurs pour leurs questions, pour leur attention, pour leur présence. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous et à très bientôt.
Cher camarade, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.